Chevaline, c'est une affaire qui me hante. Elle hante tous les enquêteurs qui y ont participé. C'est l'une des grandes énigmes criminelles de ces 15 dernières années en France, la tuerie de Chevaline. C'est une petite fille qui a vécu un massacre, qui a entendu les cris. À l'heure où je vous parle, la tuerie de Chevaline n'est pas élucidée. Je dirais pas de bien de lui, c'est pas possible, parce que tel que je le connais, c'est pas mon personnage. Depuis 9 ans, l'enquête piétine. Plusieurs pistes ont été envisagées. Une histoire comme ça va devenir très grand. En septembre 2012, sur une route isolée aux abords du lac d'Annecy, les Al-Hili, une famille britannique ordinaire, profitent d'une journée ensoleillée et savourent la tranquillité d'un coin qu'ils affectionnent tout particulièrement. Mais au détour d'une route isolée, tout bascule. Ce qui devait être une joyeuse sortie familiale se transforme en un cauchemar inimaginable. 4 personnes, brutalement abattues, gisent sur le sol et la scène qui les entoure laisse les enquêteurs sans voix. Cette petite route tranquille, connue de quelques locaux et quelques randonneurs, devient le théâtre d'une des affaires criminelles les plus choquantes que la France ait jamais connues, une affaire qui hante encore les esprits. Qui pouvait en vouloir à cette famille? Que s'est-il vraiment passé ce jour-là? Y avait-il un lien avec leur passé ou s'agissait-il d'un acte de violence gratuit et aléatoire? Dans l'épisode de HVI d'aujourd'hui, revenons sur ce jour tragique et les événements qui ont suivi et explorons ensemble les zones d'ombre qui entourent la tuerie de Chevaline, une affaire qui a marqué la France à jamais. Générique. Nous sommes en 2012, l'année où l'on aurait dû connaître la fin du monde selon le calendrier Maya. On l'attend encore. C'est surtout la fin des vacances d'été qui se profile en France, mais aussi pour la majeure partie de la population anglaise. À une bonne demi-heure, au sud-ouest de Londres, dans une petite banlieue paisible, une famille se prépare pour des vacances de dernière minute. Saad et Iqbal se sont installés il y a quasiment 10 ans à Claygate, une petite ville coquette et fleurie typique de l'Angleterre, dans une maison héritée de la mère de Saad, une maison parfaite pour fonder leur foyer. Ils ont accueilli 2 petites filles, Zainab et Zina, qui ont aujourd'hui 7 et 4 ans, et tous les 4 forment une famille heureuse et très soudée. La mère d'Iqbal, Souelia Al-Alaf, est présente aussi pour assister à la rentrée des classes des 2 enfants. Elle est venue exprès de Suède pour leur rendre visite à cette occasion. La rentrée des classes, c'est souvent un moment capital pour les enfants et pour leur famille, mais quand Saad propose de partir pour 2 semaines de camping improvisé en France, il met tout le monde d'accord. Et tant pis s'il faut sécher les premiers jours d'école. Ils font donc leurs valises et préparent la caravane que le père a récemment achetée. C'est leur 2e caravane et Zainab et Zina l'ont surnommée Spotty, tellement elle l'adore. Saad prévient ensuite vite fait leurs voisins qu'ils partent quelques jours pour prendre un petit peu de soleil et soigner son mal de dos près du lac d'Annecy, un coin qu'ils connaissent plutôt bien pour y être déjà allés plusieurs fois et un véritable coup de cœur pour la famille. Ils quittent donc Claygate le 29 août, prennent le ferry pour rejoindre la France avec Spotty et après de longues heures d'autoroute, ils arrivent à Annecy le 30 août en fin d'après-midi. Pour leur séjour, Saad a réservé une semaine au camping Europa à quelques centaines de mètres seulement du lac d'Annecy. Mais si planifier ses vacances, c'est souvent synonyme de détente, parfois de petits détails peuvent nous échapper comme la région depuis laquelle on fait la réservation, qui peut faire grandement fluctuer les prix parce que réserver ses vacances en ligne depuis l'étranger, ça peut coûter plus cher que depuis le pays même. C'est là qu'un service comme CyberGhost VPN, le sponsor de cette vidéo, peut se révéler très utile parce que si la fonction première d'un VPN c'est de sécuriser vos données personnelles en les redirigeant via un tunnel VPN sécurisé, ça permet aussi de simuler une connexion depuis un autre pays. Et donc, en quelques clics, vous pouvez économiser de l'argent en vous connectant comme si vous étiez un local et ainsi éviter les frais supplémentaires qui sont souvent appliqués aux touristes étrangers. Mais ça n'est pas tout, et là, soyez attentifs parce que ça va vous parler à tous. Ça peut aussi vous permettre de payer vos abonnements et souscriptions en ligne moins cher. Par exemple, en utilisant un VPN pour vous connecter à un pays comme la Turquie avant de souscrire à YouTube Premium, ça peut vous permettre de ne payer que 2 € par mois au lieu de 13 ou 14, je sais plus. Et je prends l'exemple de YouTube, mais ça marche avec plein d'autres trucs, comme par exemple, pour ceux qui utilisent Photoshop ou Premiere, la suite Adobe. Niveau fiabilité, je vous laisse en juger, CyberGhost VPN, c'est 38 millions d'utilisateurs et 11 000 serveurs répartis dans 100 pays. Ils sont considérés comme l'un des VPN les plus fiables sur le marché, ils sont recommandés par de nombreux sites spécialisés en tech et en cybersécurité, et ils bénéficient d'une excellente note sur Trustpilot. Si malgré tout ça, vous n'êtes pas encore convaincu, vous pouvez le tester sans risque grâce à une garantie
45 jours, satisfait ou remboursé. Alors, si vous n'avez pas de VPN, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et en utilisant le lien que je vous laisse en description et en commentaire épinglé, vous pourrez en plus bénéficier d'un tarif spécial réservé aux viewers de la chaîne, 2,03 € par mois, soit une réduction de 83% et 4 mois offerts. Maintenant, retour aux vacances jusque-là paisibles de la famille Al-Hili, des vacances qui vont bientôt prendre une tournure tragique. Mais après 3 jours sur place, ils décident finalement de changer pour un autre camping qu'ils connaissent bien, le Solitaire du Lac, un peu plus au nord, près de Saint-Georgioz. Ils sont connus là-bas, ce sont des habitués, et les filles se sont même fait des copains en jouant dans les allées entre les tentes et les bungalows, des copains qu'elles retrouvent d'une année sur l'autre. Donc pour elles comme pour les parents, ces vacances improvisées, c'était a priori une bonne idée. Le mercredi 5 septembre, ils partent faire une petite balade qu'on leur a conseillée au-dessus du lac d'Annecy, un coin sympa à visiter, avec des cascades et surtout un itinéraire facile d'accès pour des enfants en bas âge et pour la grand-mère qui a quelques difficultés à marcher. Après un bon déjeuner, ils prennent la route vers 13h et grimpent dans le massif des Bauges en empruntant une route très sympa, pas très large mais entourée par la nature. Ils s'arrêtent en passant sur la commune de Doussard, à un endroit où l'Ire, la rivière qui passe dans le coin, est accessible pour se tremper les pieds et ils en profitent pour prendre quelques photos en famille dans ce joli cadre avant de repartir. Après 2 bonnes heures de trajet et pas mal de pauses, ils atteignent finalement un petit parking au bout d'une voie sans issue, mais il n'y a aucune cascade en vue. Si ce n'est l'Ire qui serpente toujours le long de la route d'ailleurs, il n'y a rien qui ressemble à de l'eau. Il semble donc assez clair qu'ils se sont un petit peu perdus en chemin. Mais rien de grave, parce que sur ce parking, ils trouvent justement une carte, le genre de carte qui indique surtout les itinéraires de randonnée certes, mais elle leur permettra sûrement de voir où ils se trouvent plus précisément et surtout quelle route emprunter pour aller vers les cascades. Saad descend donc de voiture pour aller y jeter un œil, suivi de Zeinab. Quand un cycliste arrive à leur niveau et engage la conversation avec eux, c'est l'usage en montagne, tout le monde se dit bonjour. Mais aux environs de 15h30, un individu interrompt leur échange. À partir de là, tout va très vite. Ils n'ont pas le temps de voir ce que cette personne leur veut, qu'elle sort une arme et la pointe dans leur direction. Ils se mettent à courir, mais une première détonation claque, suivie d'une seconde. Le cycliste est touché d'une première balle, Saad aussi. Malgré la douleur, le père de famille court vers la voiture avec Zeinab. Il saute au volant et redémarre en trombe pour tenter d'échapper au tir. Il est 15h35. Le tireur abat froidement le cycliste. Saad tente une marche arrière, mais les roues de la BMW se mettent à patiner, ce qui laisse le temps à l'individu de s'approcher et de tirer à travers les vitres du véhicule, ne laissant aucune chance à ses occupants qui sont à leur tour abattus froidement. Le tueur se retourne ensuite vers Zeinab et lui tire dessus aussi, mais comme il semble soit se retrouver à court de munitions, soit avoir une arme qui s'est enrayée, il décide à la place de frapper violemment la fillette avec la crosse et de la laisser pour morte. Il n'aura fallu que quelques minutes pour que l'horreur se déchaîne sur le petit parking forestier, quelques minutes qui sont depuis devenues l'une des affaires criminelles les plus connues de France. Au début du mois de septembre 2012, la plupart des touristes venus passer leurs vacances d'été dans la région d'Annecy sont déjà rentrés chez eux. Enfin, diraient certains locaux. William Brett Martin, qui se fait appeler Brett, profite justement de cette tranquillité pour passer quelques jours au calme dans sa résidence secondaire à La Tuile, une commune située à moins de 2 km à l'ouest de Doussard. Brett, c'est un Néo-Zélandais de 53 ans. Ancien pilote de chasse de la Royal Air Force, il est passé commandant de la British Airways avant de finalement devenir consultant en aéronautique et formateur en pilotage. Alors, pour ceux qui pourraient être surpris, il faut savoir que la Nouvelle-Zélande est très liée à la couronne britannique. Élisabeth II, la reine d'Angleterre à l'époque, était officiellement aussi la reine de Nouvelle-Zélande, et même si les deux pays ont une politique indépendante, ils restent très liés par leur histoire commune. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas rare qu'un Néo-Zélandais comme Brett soit passé par la Royal Air Force britannique. Brett vit la plupart du temps avec sa femme à Brighton, une petite ville de bord de mer au sud de l'Angleterre, mais depuis le temps qu'il vient dans la région, on peut dire qu'il est un peu plus local que touriste. Il est littéralement tombé amoureux du massif des Bauges il y a quelques années de ça, notamment parce que la région, encore très sauvage, regorge de chemins de randonnée, parfait pour pratiquer l'un de ses hobbies, le VTT. Raison pour laquelle lui et son épouse ont acheté cette petite maison en plein cœur du massif, dans la petite commune de La Tuile, qui surplombe le lac d'Annecy par le sud, tout en étant quand même suffisamment loin pour éviter le gros de l'afflux touristique. Cette semaine-là, Brett est descendu tout seul pour profiter des routes et faire quelques randonnées à vélo, et justement, le mercredi 5 septembre, le temps est idéal pour une balade.
Le soleil est au rendez-vous, pour autant il ne fait pas trop chaud. Il décide donc de se mettre en route vers 14h30 et passe par Doussard pour rejoindre Chevaline, 2 communes limitrophes à celle de la Tuile, et il se dit que sur le chemin du retour, ça serait bien de faire un saut à la supérette de Doussard si elle n'est pas fermée. Il rejoint ensuite la route forestière domaniale de la Combe-d'Ire qui longe la rivière éponyme, rivière qui forme d'ailleurs une frontière naturelle entre Doussard et Chevaline. La route est agréable, très boisée, la rivière est assez bruyante en contrebas, mais ça n'est pas désagréable du tout, au contraire, ça change du bruit de la circulation. Brett connaît bien la zone, notamment le parking du Martinet, qui marque la fin de la route autorisée aux véhicules et le départ des sentiers de randonnée et de VTT, et c'est même l'une de ses routes fétiches. Il y a pas mal de dénivelé, mais le cadre incroyable vaut bien tous les efforts du monde. Il doit quand même faire attention aux quelques voitures qu'il croise. La route n'est pas très large et en plus elle est très sinueuse. C'est parfois juste pour se croiser, et puis certains conducteurs ne font pas franchement attention. Aux alentours de 15h15, il se fait doubler par un autre cycliste habillé d'un short noir et d'un haut rouge, et un détail l'interpelle, le choix de son vélo. En effet, l'homme utilise un vélo de course et Brett se fait la réflexion que le choix du vélo semble assez peu adapté à une route comme celle-là, avec autant de nids de poules, mais bon, après tout, chacun fait comme il veut. Il se fait ensuite doubler par un break Bordeaux avec une plaque anglaise qui s'écarte un petit peu en le dépassant pour lui laisser de l'espace, et quelques instants plus tard, il croise un autre véhicule, un 4x4 cette fois, qui arrive en sens inverse, mais celui-là n'est pas aussi sympa que le premier, et il le frôle sans même prendre la peine de ralentir, suivi de près par une moto qui roule elle aussi à toute allure. Après ça, la route redevient tranquille et il peut profiter des derniers mètres sans être dérangé par la circulation. Il aperçoit bientôt le parking du Martinet, au détour d'un virage, sur lequel le break Bordeaux, celui qu'il a dépassé un petit peu plus tôt en lui laissant de l'espace, est justement stationné. Mais ce n'est pas le véhicule qui attire immédiatement l'attention de Brett, c'est une petite fille en short bleu, de même pas 10 ans, qui titube sur la route et s'effondre en criant. Il continue de pédaler encore un petit peu pour arriver à son niveau, pose son vélo, s'approche d'elle avec tout le sang-froid qu'il a acquis pendant ses années dans la Royal Air Force. Il remarque que le moteur de la BMW, une série 5, tourne à fond, que les roues arrière patinent dans le talus, faisant un vacarme incroyable et que, devant la voiture, le cycliste en maillot rouge, qu'il a doublé quelques 20 minutes plus tôt, est lui aussi allongé au sol et qu'il ne bouge pas. S'agit-il d'un accident de la route ? Rien n'est moins sûr. Quelque chose cloche vraiment dans cette scène, mais il décide d'abord de reporter son attention sur la fillette et de rechercher ses signes vitaux. Elle a le visage recouvert de sang et semble très mal en point, mais au grand soulagement de Brett, elle est encore en vie. Il la prend donc dans ses bras pour l'éloigner de la route goudronnée et la déposer sur le parking en position latérale de sécurité, puis il part s'occuper de son confrère cycliste, qu'il déplace lui aussi de quelques mètres, pour que la voiture ne lui roule pas dessus si jamais elle venait à repartir. Pour lui, en revanche, le constat est rapide et sans appel, il n'y a plus rien à faire, l'homme est décédé. Brett se retourne enfin vers la BMW qui continue de patiner dans le vide et dont les vitres sont criblées d'impacts. Ce sont des impacts de balles, il en est sûr et certain. D'ailleurs, à travers le verre brisé, il voit les occupants du véhicule et il remarque tout de suite qu'eux aussi sont morts. Il décide de briser la vitre, déjà très abîmée du côté conducteur, et alors qu'il éteint le moteur, un lourd silence retombe sur le parking forestier. Son téléphone ne capte pas, alors Brett remonte en selle pour aller chercher du secours et tenter de sauver la gamine, et après 500 mètres à pédaler au maximum de ses capacités, il croise enfin un véhicule, un berlingot, à qui il fait signe de s'arrêter. Philippe, son conducteur, est guide de haute montagne et animateur, et ce jour-là, il est accompagné de 2 amis. D'un seul coup, on tombe sur un cycliste qui nous arrête, qui fait des grands gestes, qui nous arrête et qui nous dit de ne pas monter, qu'il y a eu un drame. Et quand il nous dit qu'il y a 4 morts et une petite fille en vie, on décide d'aller porter secours à cette petite fille. Les explications du Néo-Zélandais sont un petit peu confuses, mais Philippe comprend malgré tout l'urgence de la situation et il prend son téléphone pour joindre les secours. Il est 15h45. Allô, oui, bonjour, c'est les pompiers. Oui, alors on est à Chevaline, Oui. après Doussard... Allô ? Oui, je vous entends, qu'est-ce qui vous arrive? Oui, on est à Chevaline après Doussard et on a un monsieur qui descend en vélo, on est dans la Combe-d'Ire. Il vient nous dire qu'il y a une voiture avec 4 personnes, dont 3 qui seraient mortes et un enfant... un enfant à côté de... Est-ce qu'il y a du sang? Attendez là, je comprends pas tout. Il y a des personnes qui sont mortes, c'est ça? Alors, nous, on n'y est pas encore. On vient de se faire arrêter par un cycliste qui descend de la Combe-d'Ire et au bout de la Combe-d'Ire, il y a un parking, d'accord? Et paraît-il que sur ce parking, il y a une voiture avec 3 personnes mortes, monsieur pense, et un enfant qui sera encore en vie. Et du coup, je sais pas ce qu'on fait, je sais pas si on monte ou si on monte pas. L'enfant, on peut le sauver ou pas? Oui, je pense. 3 mortes, c'est ça?
Oui, d'après le monsieur anglais qui était en vélo. D'accord. Plus un enfant? Plus un enfant en vie, oui. Donc, on va y aller. Après avoir raccroché, ils se remettent en route en direction du parking, Brett toujours sur son vélo parce que les secours vont certes arriver d'une minute à l'autre, mais ils ne peuvent pas laisser la fillette toute seule là-haut. Arrivé au niveau du parking, Philippe sort de sa voiture, mais la scène est bien pire que tout ce qu'il imaginait. Le cycliste néo-zélandais parlait d'un accident, mais il remarque tout de suite les vitres brisées, le corps d'un homme en tenue de cycliste traîné sur plusieurs mètres, et les corps dans la voiture. Il y a des trous dans leur tête, et cette image le terrifie. Il s'agit clairement de meurtre et Philippe réalise que le meurtrier pourrait encore être là, derrière les arbres, tapi quelque part dans la forêt. Sous le choc, il essaye malgré tout de s'approcher du corps de la gamine en restant le plus à couvert possible. J'essaye de m'approcher d'elle, mais plus je m'approche d'elle, plus je me dégage de ce petit bosquet qui me cache de l'arrière de la voiture, et plus je m'approche d'elle, plus je me dis que je me mets à découvert. Donc finalement, on fait pas grand-chose. J'essaie de lui prendre le pouls au niveau de la cheville. Pour moi, elle est morte. Elle ne bouge pas, elle répond pas, ni à mes appels, ni au fait que je la secoue. À côté, il y a ce cycliste anglais, très calme, comme s'il était habitué à ce genre de situation. Alors, soudain, Philippe se demande si ce n'est pas Brett, le tueur, et s'il ne l'aurait pas attiré ici pour faire de lui sa prochaine victime. Après tout, la plaque d'immatriculation de la BMW criblée de balles est britannique, et le cycliste a aussi un fort accent. Le lien est vite fait. D'ailleurs, le cycliste se tient juste derrière lui, alors Philippe se retourne et tente de lui mettre une droite pour se défendre, mais Brett, très surpris par cette attaque soudaine, comprend immédiatement ce qu'il se passe et il hurle que ça n'est pas lui, qu'il n'y est pour rien. Effectivement, il n'est pas armé, alors la tension redescend un petit peu et les deux hommes se reconcentrent sur la petite fille, qui est toujours inconsciente, et que Philippe pense même morte. Brett a beau être convaincu qu'il y a encore de l'espoir, ils n'ont ni le matériel ni la formation pour faire autre chose que les premiers secours, qu'il dit avoir déjà prodigué avant d'aller chercher de l'aide. En plus de ça, ils ont tous les deux peur que le tueur soit encore dans les environs, et dans cet endroit complètement à découvert, il ferait des cibles trop faciles. Aucun des deux n'ayant envie de rester pour vérifier cette hypothèse, Brett remonte sur son vélo, Philippe dans la voiture avec ses deux amis, et ils redescendent de quelques centaines de mètres pour attendre les secours, en arrêtant au passage les gens qui se dirigent vers le parking et les forçant à faire demi-tour. Ce sont les pompiers qui arrivent les premiers, suivis de près par le premier véhicule de gendarmerie, et ils découvrent une véritable scène d'horreur. Ce n'est pas simplement 3 morts sur un parking, ni même un accident de la route, comme ce que les pompiers avaient d'abord compris suite à l'appel au 18. La scène ressemble plutôt à l'exécution, terrible et froide, de 4 personnes. Mais que s'est-il vraiment passé là-haut pour que ça débouche sur un tel bain de sang? Et la petite fille pourra-t-elle être sauvée et tout raconter aux enquêteurs? Dès l'appel au 18, à 15h45, la situation est prise très au sérieux et une patrouille de gendarmerie est envoyée sur place avec les pompiers. Le groupement de gendarmerie d'Annecy est lui aussi prévenu à 15h55 et de nombreux gendarmes sont dépêchés sur place pour prêter main forte à leurs camarades de la brigade de Faverges-Settenex, les premiers arrivés sur place. Il faut impérativement geler la scène, mais aussi et surtout sécuriser le périmètre pour permettre aux pompiers d'intervenir sereinement. Lorsqu'ils arrivent sur le petit parking du Martinet, tous découvrent l'ampleur du carnage. La voiture plantée dans le talus, les impacts de balles, les 4 corps, mais aucune trace du tireur. La petite fille blessée est immédiatement prise en charge, elle a reçu une balle dans l'épaule et de nombreux coups très violents à la tête. C'est violent que son agresseur a dû penser qu'elle était morte et c'est très probablement pour cette raison qu'elle est, paradoxalement, encore en vie. Mais son état est critique et elle est évacuée de toute urgence en hélicoptère vers le CHU de Grenoble. Sur le parking du Martinet, les pompiers confirment le décès des 3 occupants du véhicule, un homme et 2 femmes, et du cycliste qui avait doublé Brett. À partir de là, la scène est complètement gelée et les gendarmes investissent la Combe-Dire. Leur priorité, c'est d'empêcher que les premiers journalistes, qui ont eu vent de la tuerie, puissent atteindre le parking et contaminer allègrement la scène en la piétinant et en laissant leur ADN partout. Le procureur d'Annecy, Éric Maillot, rejoint également les gendarmes sur place. Alors, c'est une chose relativement rare, mais un quadruple meurtre au fin fond de la Haute-Savoie par arme à feu, c'est quand même plutôt hors norme. D'autant plus que la voiture impliquée a une plaque britannique. L'affaire va donc très certainement avoir des retombées à l'international, ce qui fait que la presse sera présente en masse, donc la présence du procureur est préférée. Comme le dispatch des pompiers avant lui, le procureur a reçu des premières informations assez approximatives. On lui rapporte que le drame se serait déroulé sur la commune de Chevaline, alors qu'en réalité, le parking se situe sur la commune de Doussard.
Ça n'est pas très loin, mais ça n'est pas pareil non plus. Pourtant, le nom restera, et tout le monde connaît maintenant l'affaire comme la tuerie de Chevaline. Les experts de l'IRCGN, la section scientifique de la gendarmerie, arrivent près de 6 heures plus tard, dépêchés depuis la Seine-Saint-Denis, pour prêter main forte aux gendarmes locaux. Leur mission est de récupérer le maximum de traces possibles, ADN, empreintes génétiques, sang, voire des objets que le tueur aurait pu oublier derrière lui. Ils ont même pris le Pharo, un outil au top de la technologie à l'époque, qui prend des photos à 360 degrés et qui permet une reconstruction en 3D de la scène de crime. C'est idéal pour reconstituer les lieux et les faits de manière ultra détaillée. Commence alors un minutieux travail de ratissage qui, avec les résultats des autopsies qui arriveront plus tard, permet déjà de comprendre un petit peu mieux le déroulé des faits. Le cycliste, pour commencer, est un homme qui a la quarantaine et qui est habillé avec des vêtements de cycliste. Son vélo est abandonné au sol, à plusieurs mètres, mais il n'est pas particulièrement abîmé, il n'est visiblement pas passé sous les roues d'une voiture. L'homme est donc descendu de son vélo, qu'il a posé ou jeté par terre, avant de se faire tirer dessus 7 fois, dont 2 fois en pleine tête. Il n'y a donc aucun doute sur le fait que le tireur voulait l'achever. Il aurait ensuite été percuté par la BMW alors qu'il était déjà au sol, comme en témoignent les traces de sang sur le bas de caisse à l'avant du véhicule, mais il est difficile de dire s'il était déjà mort au moment du choc ou pas. Ce qui est certain, c'est qu'il n'aurait de toute façon pas survécu aux 2 tirs en pleine tête. Maintenant, plusieurs questions restent en suspens. Que faisait-il sur cette route toute pourrie avec un vélo de course? Et surtout, était-il ciblé ou s'est-il juste trouvé au mauvais endroit au mauvais moment? La BMW Bordeaux, elle, est dans un piteux état. Les vitres sont brisées par les impacts de balles, il y a du verre un petit peu partout sur le gravier. Pour autant, soit le tireur savait viser, soit il s'est suffisamment approché du véhicule parce qu'il n'y a pas d'impact ailleurs sur la carrosserie, ce qui veut certainement dire qu'il a pris son temps. En tentant de fuir, le conducteur de la BMW a donc fait une marche arrière, mais le véhicule s'est embourbé et les roues arrière ont morflé, le pneu droit est crevé, et l'autre est tellement usé qu'il ne tient même plus sur la jante. La marche arrière est toujours engagée et le moteur, que Brett a éteint à son arrivée, a été poussé au maximum. À l'intérieur du véhicule, il y a 3 victimes. L'homme derrière le volant, qui a la cinquantaine, porte un polo bleu et un bermuda, et il tient encore fermement le volant malgré son décès évident. Sa ceinture est détachée, comme s'il venait tout juste de remonter dans le véhicule quand il s'est fait tirer dessus. À sa gauche se trouve un siège enfant vide, qui était sûrement occupé par la gamine héliportée en urgence, et sur la banquette arrière, il y a 2 femmes qui n'ont visiblement pas eu le temps de fuir les tirs non plus. L'une des 2 femmes, qui semble avoir à peu près le même âge que le conducteur, porte un t-shirt noir et une jupe bleue assez large. L'autre femme est nettement plus âgée et elle porte un châle et une robe noire. Elle est sûrement musulmane. Ils ont été touchés de 4 et 3 balles respectivement, dont 2 balles chacun en pleine tête, comme le cycliste. Ils n'avaient donc pas la moindre chance de sortir vivants de ce carnage. Instinctivement, les enquêteurs se disent qu'il pourrait s'agir d'un règlement de compte, le genre de règlement de compte qui marque généralement soit une guerre de gang, soit certains conflits politiques. Il semble en tout cas à peu près évident que le ou les tueurs ne voulaient pas laisser de témoins et ils ont agi rapidement avec un sang-froid qu'on imagine typique de tueurs professionnels. L'arme du crime, elle, est introuvable. D'après les douilles de calibre 7,65 retrouvées sur les lieux, 21 ou 25 douilles selon les sources, il s'agirait d'un Luger. D'autres éléments viennent affiner l'analyse de l'arme de crime, notamment des morceaux de la crosse retrouvés dans les plaies de la petite fille, parce que, oui, pour ajouter à l'horreur du quadruple meurtre, l'assaillant, à court de balle, a tenté d'achever la gamine à coups de crosse avec tellement de violence que des fragments de l'arme sont restés dans les plaies. Le modèle exact est finalement identifié, c'est un Luger P06 Parabellum, un pistolet semi-automatique fourni aux conscrits de l'armée suisse jusqu'en 1930 et utilisé dans les années 60, devenu, depuis, une arme de collection qui se transmet de génération en génération. Au total, plus de 90 000 unités de ce pistolet auraient été distribuées et, la Haute-Savoie étant très proche de la Suisse, on imagine aisément que quelques Luger P06 traînent encore sûrement dans les greniers de la région. C'est une arme qui est décrite comme précise, mais assez peu fiable, qui peut vite s'enrayer, et il faut avoir le coup de main pour la recharger. D'ailleurs, en parlant de chargeur, je vais vous parler d'au moins 21 douilles retrouvées sur les lieux, mais un chargeur de Luger normal n'en contient que 8. Donc, à moins de l'avoir équipé d'un chargeur tambour, sur l'image il s'agit d'un P08, mais c'est sûrement adaptable sur un P06 aussi, il a donc sûrement fallu 3 chargeurs ou 3 armes au tueur pour perpétrer son massacre. Les enquêteurs ont aussi pu conclure que toutes les balles ont été tirées dans un laps de temps de 2 minutes environ, ce qui est quand même assez peu pour abattre 4 personnes. Donc, s'il était seul, le tueur savait ce qu'il faisait et il n'a pas hésité une seule seconde.
Le lot de munitions est également identifié, mais il est composé de plusieurs millions d'unités. C'est donc impossible de remonter la piste par cet élément. Le déroulé des événements, tel qu'il ressort de l'enquête, fait froid dans le dos et Brett et Philippe ne sont d'ailleurs pas les seuls qui ressortiront choqués de cette affaire. Les gendarmes aussi seront marqués à vie par la froideur et la violence de cette exécution. Et la proximité de cette forêt qui s'assombrit au fil des heures participe clairement au sentiment général d'oppression. Quant aux victimes, le cycliste est identifié en fin de journée, après que des proches ont contacté la gendarmerie, inquiets de ne pas le voir rentrer de sa balade à vélo. Ils fournissent le numéro de l'homme aux gendarmes, qui l'appellent dans la foulée. C'est bien le téléphone dans la poche de la victime du Martinet qui sonne en réponse. Le cycliste s'appelle Sylvain Mollier, il a 45 ans et c'est un habitant de la région. Quant aux occupants de la voiture, vous aurez sûrement deviné qu'il s'agit de la famille de Britanniques en vacances, ceux dont je vous parlais au début de cet épisode. Saad et Iqbal Al-Hili, 50 et 47 ans, et Souelia El-Alaf, 74 ans. Leur petite fille Zeinab, 7 ans, se trouve toujours à l'hôpital dans un état critique. On pourrait maintenant se demander qui était visé dans cette attaque, quel est le lien entre le cycliste et les Anglais, mais vous aurez sûrement remarqué qu'il manque quelque chose, ou plutôt, quelqu'un. Sauf que les gendarmes ne se rendent compte que vers minuit ce 5 septembre, quand un guide de haute montagne appelle la gendarmerie. Il loge au camping Le Solitaire du Lac, et après avoir vu les informations, il s'inquiète pour ses voisins de camping, des Britanniques fort sympathiques qui ne sont pas rentrés dans leur caravane depuis le début de l'après-midi. Il signale la disparition inquiétante de la petite famille de 5 personnes, le père, la mère, la grand-mère et 2 petites filles, pas une, mais 2 enfants. Alors, où est la petite dernière ? C'est le branle-bas de combat au parking du Martinet quand les enquêteurs apprennent cette absence. Avec un seul siège enfant dans la voiture, personne ne s'était imaginé qu'il y en avait en fait une deuxième. Ils commencent par chercher aux alentours parce qu'ils imaginent que la petite fille a pu s'enfuir et se perdre dans la forêt, et si c'est le cas, elle est sûrement blessée. La possibilité d'un enlèvement est également envisagée, mais pas pour longtemps parce que des gendarmes se pressent aussi près de la BMW en se disant qu'ils l'ont peut-être manquée en dessous ou à l'intérieur de l'habitacle. Et effectivement, à l'intérieur de la BMW, ils finissent par la retrouver. On a pu ouvrir le véhicule et c'est à ce moment-là qu'on a découvert une toute petite fille, environ 4 ans, que personne n'avait vue parce que depuis 4 heures de l'après-midi, elle ne bougeait pas, sans doute terrorisée, complètement dissimulée, complètement immobile, au milieu des corps. La petite Zina, âgée de 4 ans à peine, a passé 8 heures cachée sous la jupe de sa mère morte, dans le plus grand silence, sûrement sidérée par la peur et par le froid. Et alors que les enquêteurs la font sortir délicatement de la voiture, tout en lui parlant dans un anglais approximatif, ils lui cachent les yeux pour qu'elle ne puisse rien voir de la scène d'horreur qui l'entoure. Tout le monde est sous le choc. Comment ont-ils pu ne pas voir cette petite au milieu des cadavres ? Au milieu de cette scène surréaliste, Zina est perdue et elle leur sourit. L'identité de la famille Al-Hili est confirmée avec la découverte du permis de conduire de Saad et des papiers d'identité irakiens et suédois de Souelia. Les autres passeports n'ont en revanche pas été retrouvés. Après sa prise en charge, la jeune Zeinab est plongée dans un coma artificiel dont elle se réveillera avec peu de séquelles physiques 4 jours plus tard, le 9 septembre, avant d'être rapatriée en Angleterre le 14. Sa petite sœur Zina est elle aussi rapatriée en Angleterre dès que possible. Le bilan final s'arrête donc à 4 morts, dont 3 de la famille Al-Hili. Reste maintenant à découvrir qui est à l'origine de cette tuerie et pour quelle raison elle a été commise. Il n'y avait a priori aucun lien entre Sylvain Mollier et la famille Al-Hili, alors qui était visé ? Penchons-nous d'abord sur la famille Al-Hili, qui est considérée comme la cible de l'attaque dès le début de l'enquête, même si, pourtant, c'est une famille en apparence tout à fait normale. Saad Al-Hili, né en 1962 à Bagdad, en Irak, dans une famille plutôt aisée, son père est un riche homme d'affaires. Il arrive au Royaume-Uni à l'âge de 9 ans avec ses parents et son frère aîné Zaïd, et il obtient officiellement la nationalité britannique en 2002. En 2003, au cours d'un voyage à Dubaï aux Émirats Arabes Unis, il rencontre la femme qui deviendra son épouse et la mère de ses enfants, Iqbal. Iqbal a 3 ans de moins que lui, elle est également originaire de Bagdad, mais sa famille est, elle, partie s'installer en Suède, où elle a passé son diplôme de dentiste avant de partir enseigner aux Émirats. C'est le coup de foudre et Iqbal rejoint Saad en Grande-Bretagne, où il se marie et donne naissance à 2 filles, Zeinab et Zina, en 2005 et 2008.
Iqbal s'occupe du foyer, mais elle a aussi repris des études pour pouvoir exercer comme dentiste sur le sol anglais. La charmante petite famille s'intègre parfaitement dans leur quartier, ils sont appréciés de leurs voisins et se fondent parfaitement dans la culture britannique. Saad was an extremely genuine person. He's a very likable person. He's very decent person. He's very honest. Zainab and Zina. Their father became firm friends with another parent at the girls' playgroup. He was very much a family man. He loved both his children very expressively, always hugging, kissing and cuddling and chasing around. Zainab et Zina parlent couramment l'anglais comme l'arabe, elles grandissent dans un environnement joyeux, entouré d'amour, et elles sont connues dans le quartier comme des petites filles dynamiques et très gentilles. Mais lorsque la police britannique fouille leur maison, à Surrey, après les meurtres, des éléments bizarres commencent à remonter à la surface. Le père, Saad, est présenté comme un homme absolument charmant, sociable, blagueur, qui passe beaucoup de temps avec ses filles et qui s'occupe globalement très bien de sa famille, mais il était aussi en plein conflit de succession avec son frère aîné, Zaïd, qui travaille comme comptable dans un club de golf londonien. Leur relation, on l'entend, était plutôt bonne, mais ça a changé après le décès de leur père, Kadim, le 11 août 2011. Leur mère était déjà partie en 2003 et à cette époque, Kadim avait déménagé. Leur maison de Claygate dans le comté de Surrey a donc été partagée entre les deux fils, mais c'est Saad qui s'y est installé avec Iqbal. Alors, à la mort du père, des tensions éclatent quand Zaïd réclame sa part de la maison, estimée à 825 000 pounds. L'appartement où vivait leur père en Espagne, la maison de Chessington, où vit Zaïd, et un compte en Suisse, sur lequel sont placés près de 900 000 euros d'économies, sont aussi au cœur du conflit, un conflit qui est d'ailleurs peut-être plus qu'une simple querelle. Saad m'a dit que son frère était allé voir leur père en Espagne et il lui a fait signer un testament qui était un document vierge. Alors Saad se méfiait de son frère parce que sa plus grande crainte était que son frère veuille la moitié de tout. Zaïd aurait donc fait signer un second testament vierge à son père pour le remplir à sa guise et revendiquer ce qu'il voulait de l'héritage, ce qui aurait déclenché une violente bagarre en octobre 2011, au cours de laquelle les deux frères en seraient venus aux mains. I only wanted something from him, a piece of paper, and then Je voulais juste obtenir de lui un bout de papier. Et je connais Saad, il a une nature très impulsive. Il peut s'énerver très vite. Mais moi, je suis resté très calme. Mais malheureusement, il m'a attaqué. Et ensuite, il a appelé sa femme pour qu'elle appelle la police en disant que c'était moi qui l'avais attaqué. Il était sur moi. Sa femme a répondu non, je ne l'appellerai pas, pourquoi faire? Donc c'est lui qui a finalement appelé la police. De son côté, Zaïd dément formellement avoir forgé un faux testament et, pour des raisons soi-disant légales, il refuse de donner plus d'informations à ce sujet. Difficile de démêler le vrai du faux. À partir de là, une hypothèse émerge. Saad serait descendu à Annecy non pas pour des vacances improvisées comme il l'a prétendu, mais pour se rendre en Suisse à la banque dans laquelle leur père avait placé ses économies. Selon cette théorie, il aurait emporté les papiers d'identité de son père, mais si c'est le cas, ils n'ont pas été retrouvés dans ses affaires et, de toute façon, à l'époque, le compte était gelé en attendant la fin des démarches de succession. Mais Saad aurait-il eu pour plan de faire débloquer les fonds à son avantage, poussant Zaïd à agir pour l'en empêcher? Ce dernier s'en défend vivement. Oui, il ne se parlait plus que par avocat interposé à cause de cette histoire d'héritage, mais les tensions n'étaient pas aussi terribles qu'elles sont présentées dans les médias et jamais il n'aurait fait de mal à son frère ou à sa famille, comme il en témoigne au micro de la BBC. I haven't spoken to Saad since October 2011. So there were problems between you? Problems in terms of what? Differences? Yeah, tensions, disagreements. I wouldn't say, I mean, families have disagreements, but there's not we mustn't exaggerate them. And if you involve a solicitor, what does that mean? Does that mean it's something bad? On the contrary, I think we did the right thing to involve a solicitor, to have somebody who would deal with everything professionally. Zaïd Al-Hili est malgré tout interpellé en 2013 à son domicile de Chessington et il est placé sous contrôle judiciaire pendant 1 an, mais les charges qui pesaient contre lui sont finalement levées. Il faut d'ailleurs savoir que Zaïd se trouvait sur son lieu de travail à Londres au moment de la tuerie, il a donc un alibi en béton et il n'y a pas la moindre preuve qu'il placerait sur les lieux.
De son côté, Zaïd clame son innocence et il sous-entend même avoir servi de bouc émissaire aux enquêteurs français. Did you kill your brother? No, of course not. Did you arrange for anyone else to kill the family, to kill your brother and relatives? No, and the people who killed my brother are the French. This is a complete lie by the French investigators. The French investigators have used Saad and I to divert attention from the origins of this crime. They tried to accuse me. Ils ont tenté de m'accuser d'un crime dont je n'étais même pas au courant. Je ne savais même pas que mon frère était en vacances ou qu'il était à l'étranger. D'après lui, les accusations qui pèsent sur lui sont surtout un écran de fumée pour cacher la vérité et aujourd'hui encore, il continue de clamer son innocence. Il a depuis pris sa retraite, loin de Londres et garde de bonnes relations avec ses deux nièces qui, malgré les circonstances, ont depuis repris goût à la vie, bien loin des médias. Je vous parlais plutôt du pays d'origine de la famille Al-Hili. Eh bien, les enquêteurs se demandent si les racines de cette affaire ne se trouveraient pas plutôt en Irak, parce qu'il se trouve que Saad possède une maison estimée à 800 000 pounds dans un quartier très huppé et très sécurisé de Bagdad. Mais la maison est visiblement squattée depuis des années et ses tentatives pour récupérer son bien n'ont jusque-là mené à rien. Il projetait d'y retourner en octobre 2012 avec Iqbal et sa belle-mère, originaire de là-bas aussi. Alors, selon le profil des squatteurs, on peut imaginer qu'ils ont peut-être voulu se débarrasser de lui avant. Le problème, c'est que les enquêteurs français n'ont jamais reçu l'autorisation de se rendre sur place pour en savoir plus. Cette piste reste donc inexplorée, mais vous verrez par la suite que l'idée d'un tueur à gages irakien va ressortir à plusieurs reprises dans l'enquête. Une autre piste à explorer, le métier de Saad. Aurait-il pu mener à son meurtre ? Saad était ingénieur aérospatial spécialisé dans les satellites et il travaillait à son compte depuis 2001. Il travaillait peut-être sur des projets classés secret défense, sur le développement d'armes nucléaires, ou détenait tout simplement des informations sensibles qui auraient pu soit intéresser, soit gêner des concurrents, voire même les gouvernements de certains États désireux de récupérer ces informations sensibles. L'enquête fait par exemple mention de l'Iran, qui a pour réputation d'être constamment à la recherche de nouvelles technologies de pointe en matière d'armement et, se trouvant sous le coup d'un embargo, n'a d'autre option que de se tourner vers le marché noir. L'imagerie satellite est le deuxième point qui aurait pu gêner certains pays n'ayant pas très envie qu'on regarde chez eux et, en effet, Saad a bien travaillé avec plusieurs grosses sociétés comme la SSTL, une société de construction de satellites de Surrey, des entreprises de défense européennes qui travaillent avec l'étranger et des entreprises civiles et militaires spécialisées en imagerie satellite. Mais d'après ses collègues et ses proches, la réalité n'est pas aussi extraordinaire que ce que les théories veulent bien faire croire. Ces activités étaient en fait peu sensibles et non, il ne touchait pas au nucléaire. De plus, côté revenus, Saad avait gagné 8300 pounds, soit l'équivalent de 10 400 € sur toute l'année 2011. Il ne gagnait donc pas des sommes astronomiques du tout et même si ça n'est pas complètement impossible, ce serait quand même étonnant qu'on soit intéressé à lui pour cette raison. Mais il faut aussi que l'on aborde quelques questions politiques, parce qu'en effet, les services secrets allemands ont découvert que le père de Saad gérait un compte en Suisse, le fameux compte gelé, et que ce compte était lié au parti irakien Baas, le parti de Saddam Hussein. D'après le média allemand Bild, Saad aurait eu accès au compte en question, et un voisin des Al-Hili aurait même indiqué au Daily Mail, un tabloïd anglais, que leur domicile était sous surveillance en 2003, l'année de la mort de Saddam. Alors, les Al-Hili avaient-ils un lien avec le terrorisme ? Aucune piste ne semble réellement abonder dans ce sens et les services de renseignement britanniques, contrairement à leurs collègues allemands, ne s'intéressaient pas du tout à Saad al-Hili. Le deuxième aspect politique à aborder, c'était les positions ouvertement anti-Israël de Saad. Gary Act, un ami proche et ancien collègue de Saad, pense que ses propos en ligne auraient pu déplaire au Mossad, le service de renseignement israélien, qui serait alors intervenu pour le faire taire. Il est vrai que les derniers mois avant sa mort, Saad passait beaucoup de temps sur des forums en ligne à cracher sur Israël. Il s'alimentait de rumeurs plus ou moins obscures et s'intéressait de plus en plus au Hezbollah, le groupe terroriste libanais qui s'attaque à Israël. Mais Gary est formel pour reprendre ses mots, Saad n'était pas un terroriste parce qu'il n'aurait jamais fait quoi que ce soit qui eût pu mettre sa famille en danger. Ça n'était pas une personne violente. D'ailleurs, il ne parlait de ces sujets qu'à ses proches et sur les forums spécialisés, alors est-ce suffisant pour devenir une cible à abattre ? Difficile à dire et en vrai, dans toutes les affaires qui impliquent des services secrets de quelque pays que ce soit, soyons lucides, on a très peu de chances d'avoir un jour le fin mot de l'histoire.
La piste la plus crédible pour le moment reste finalement celle de son frère et du conflit d'héritage. Même si Zaïd n'est plus officiellement considéré comme suspect aujourd'hui, ça pourrait changer par la suite. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt regarder du côté d'Iqbal, l'épouse de Saad? Parce que oui, Iqbal en surface était une mère et une femme aimante et douce, en pleine formation pour reprendre le métier de dentiste qu'elle exerçait en Irak, mais en creusant un petit peu dans son passé, les enquêteurs découvrent un élément très intriguant, un mariage caché. On remonte en 1999 quand Iqbal s'installe aux États-Unis. Là-bas, elle se fait appeler Kelly et elle rencontre un Américain en juillet 1999, James Dudley Thompson, dit Jim, avec qui elle se marie et emménage dans une ville du Mississippi. Jim est un ancien policier reconverti dans le pétrole. Il a eu un fils issu d'une précédente union, Joshua, mais quand Iqbal fait irruption dans leur vie, Jim et Josh l'accueillent avec joie et elle s'intègre sans problème. Joshua l'aime beaucoup, elle est attentionnée, gentille et son père est visiblement très heureux avec elle, sauf que du jour au lendemain, Iqbal quitte les États-Unis après seulement 18 mois passés là-bas. Judy, la sœur de Jim, se souvient d'adieux déchirants. Iqbal leur a seulement dit qu'elle devait partir en urgence, sans entrer dans les détails, mais son ancienne belle-sœur est persuadée qu'Iqbal était en réalité venu aux États-Unis pour fuir quelque chose et que son départ précipité était lié à ce qu'elle fuyait. Là encore, impossible d'en savoir plus parce qu'une fois de retour au Royaume-Uni, Iqbal n'a jamais rien dit à ses proches et elle n'a tout simplement jamais fait mention de son mariage. Elle a même menti sur les papiers qu'elle a dû remplir pour son mariage avec Saad. D'ailleurs, le divorce avec Jim ne sera prononcé qu'une semaine après ce remariage. Et une coïncidence troublante vient renforcer le mystère autour de ce mariage secret. On apprendra bien plus tard que Jim Thompson est décédé subitement d'une crise cardiaque au volant de sa voiture alors qu'il avait à peine 60 ans. Mais ça n'est pas ça, la coïncidence troublante. Non, c'est la date de cette crise cardiaque. Jim Thompson a perdu la vie le 5 septembre 2012, soit le même jour que la tuerie de Chevaline, à quelques heures d'écart seulement. Quand les enquêteurs français découvrent l'existence de l'ex-mari d'Iqbal et l'étrange coïncidence de sa mort, ils demandent au FBI d'exhumer le corps pour de nouvelles analyses. Malheureusement, la famille s'y oppose et sa mort reste de fait considérée officiellement comme une mort naturelle. D'ailleurs, les gendarmes n'ont trouvé aucune raison au fait que quelqu'un ait pu vouloir tuer Iqbal et Jim en même temps alors qu'ils étaient à des milliers de kilomètres l'un de l'autre et qu'ils n'avaient plus aucun contact. Mais s'il s'agit vraiment d'une simple coïncidence, elle est quand même assez folle. Et en matière de coïncidence folle, croyez-moi, c'est loin d'être fini. Les enquêteurs s'intéressent ensuite à la famille d'Iqbal et ils découvrent rapidement que là aussi il existe quelques tensions. Son frère Haydar Taher a 46 ans et il vit chez leur mère en Suède. Atteint de troubles mentaux qui le rendent agressif, il a déjà été arrêté plusieurs fois pour des menaces de mort et des agressions à l'encontre de sa famille, sans qu'aucune plainte ne soit jamais déposée, et après la tuerie, l'homme est introuvable. Mais loin d'être en fuite, il était en réalité interné dans un hôpital anglais depuis plusieurs semaines et il sera rapidement mis totalement hors de cause. Pour finir, sur la famille Al-Hili, revenons brièvement sur la question du tueur à gages. Après la tuerie de Chevaline, un homme s'est présenté aux autorités et a expliqué qu'un détenu de la prison de Maubeuge, dans le Nord, aurait parlé d'un contrat avec un autre détenu. La mission était de voler un camion en Angleterre et de renverser un Irakien résidant en France. Le commanditaire serait d'ailleurs lui aussi irakien. Les enquêteurs parviennent à remonter jusqu'au détenu en question, un Kurde, ancien passeur de migrants, qui se vante d'avoir tué des dizaines de personnes en Irak en tant que tueur à gages. Il a réussi à s'évader, mais il se fait néanmoins interpeller en Suisse en décembre 2012, puis il est extradé vers la France. Malgré des écoutes et les analyses de ses relevés téléphoniques, rien ne permet de le relier au meurtre. Alors, s'agit-il d'une fausse piste de plus ? Le fait est que c'est quand même troublant qu'un type incarcéré dans le nord de la France s'évade et soit justement retrouvé en Suisse à peine 50 km de Chevaline, 2 mois seulement après la tuerie. Un autre tuyau encore. 2 Jordaniens vivant en Allemagne auraient été engagés par un certain Emad, un Irakien, pour l'exécution d'une affaire urgente en France pour la modique somme de 100 000 €. Les 2 individus se sont donc rendus en France entre août et décembre 2012 sans que l'on connaisse en détail leur déplacement. Les enquêteurs décident de les mettre sur écoute quelque temps, eux aussi, puis ils sont convoqués par la police allemande en 2015 pour qu'on apprenne qu'ils font simplement du commerce automobile. En tout cas, officiellement. Alors, l'hypothèse du tueur à gages peut sembler folle, mais même si aucun de ces hommes n'a été arrêté, enfin pour la tuerie j'entends, elle est loin d'être absurde quand on se rappelle de la façon de tuer et du sang-froid du tireur.
En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il reste encore beaucoup de mystères et d'interrogations autour de la famille britannique. Selon les différents témoignages, leur comportement était tout à fait normal pendant ces vacances improvisées, et comme ils s'étaient déjà rendus dans ce même camping, ça ne ressemble pas vraiment à une tentative de fuir une potentielle menace. Il est donc possible qu'ils aient été suivis jusqu'au fin fond de la Haute-Savoie, sans en avoir conscience, et que le tueur soit passé à l'acte sur le parking du Martinet, au profit de leur pause, mais il est également possible qu'ils n'aient en fait pas été les cibles de cette tuerie. Et si la vraie cible, c'était le cycliste, et non pas la famille Al-Hili. Changeons de perspective. Dès le début de l'enquête, la famille de touristes est devenue une source de fantasmes à base de complots autour de l'Irak, de conflits d'héritage et de services secrets. Mais le cycliste, tué ce 5 septembre, n'est peut-être pas la victime collatérale de cette tuerie, et en se concentrant sur les Al-Hili, les enquêteurs ont peut-être laissé passer des indices essentiels. D'abord, un petit point sur le profil de Sylvain Mollier, le cycliste de 45 ans tué lors du massacre de Chevaline. Sylvain est originaire d'Ugine, à 30 minutes de Doussard, et il habite dans la région depuis longtemps. Il est sportif, accro au vélo et au rugby, très souriant, et il est considéré comme un plutôt bel homme. Il travaille en tant qu'ouvrier métallurgiste depuis 20 ans dans un atelier de production d'Ugine qui fait partie du groupe Cesus, la compagnie européenne du zirconium, des trucs nucléaires en gros. Sylvain est aussi l'heureux papa de 3 enfants, Mathis et Léo, 13 et 10 ans, issus d'une première union, et Louis, le petit dernier tout fraîchement arrivé. La mère de Louis et nouvelle compagne de Sylvain s'appelle Claire, elle est à la tête de la pharmacie Schutz à Grignon, et lorsqu'ils se sont rencontrés, ça a été un véritable coup de foudre. Ne pouvant pas abandonner la pharmacie, après la naissance de Louis, c'est Sylvain qui a pris un congé paternité pour s'occuper du bébé, ce qui ne l'empêche pas de temps à autre de trouver quelqu'un pour garder Louis, histoire de pouvoir prendre un petit peu l'air. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait ce 5 septembre 2012. Après avoir confié Louis, il a enfourché son vélo pour aller faire une petite balade sur la route d'Annecy. Il s'est mis en route vers 14h40, a longé la départementale, puis a rejoint la route de Doussard, un itinéraire qu'on lui a conseillé, et quand vers 15h32 son ex-femme l'a appelé sur son portable, il a décroché et il lui a répondu, essoufflé « Je finis la montée, je te rappelle ». Mais quelques minutes plus tard, le cycliste a atteint le parking du Martinet, où il a été abattu de 7 balles. C'est au moins 2 de plus que toutes les autres victimes présentes sur la scène de crime. Et d'après les traces de son sang retrouvées sur l'avant de la BMW, on est quasiment sûr qu'il s'est fait tirer dessus avant que les autres ne soient abattus. Donc, soit il était au mauvais endroit au mauvais moment, soit il était la cible principale et la famille a été abattue pour ne pas laisser de témoins ou parce qu'ils ont tenté d'interférer. Quand les enquêteurs fouillent un petit peu dans la vie de Sylvain Mollier, ils commencent par analyser ses comptes bancaires, mais ils ne constatent aucun mouvement suspect. Il était plutôt apprécié de ses collègues et de ses amis, et en tant qu'ouvrier soudeur, il ne travaillait pas avec des informations sensibles, donc son emploi n'est sûrement pas le mobile du meurtre. Mais encore une fois, quand on gratte un peu, j'ai déjà évoqué ce point en tout début de vidéo, Sylvain Mollier, cycliste chevronné, avait pris son vélo de course, plutôt adapté pour des routes bien lisses, dans la Combe d'Ire, une route toute pourrie, parsemée de nids de poules. Ce choix a franchement étonné tous ceux qui s'y connaissent un tant soit peu en vélo. En fait, c'était la première fois que Sylvain empruntait cette route et c'est son beau-père, lui aussi cycliste, qui la lui avait conseillé. Un beau-père qui entre rapidement dans le collimateur des enquêteurs quand il découvre l'existence de tensions avec son gendre. Parce que, quelque temps auparavant, Thierry Schutz, le père de Claire donc, a transmis la pharmacie qu'il gérait depuis des décennies à sa fille. C'est une affaire de famille qui roule bien et il tient beaucoup à sa fille, alors Thierry est assez protecteur. L'était-il un peu trop ? Il en effet déjà dit très franchement que, pour lui, Claire, je cite, mériterait mieux qu'un ouvrier dans le nucléaire ayant déjà 2 enfants. Et il a sous-entendu à plusieurs reprises que Sylvain ne se serait mis avec sa fille que pour l'argent. Mais en regardant les déplacements de Thierry Schutz, la piste se dégonfle un petit peu. L'homme ne serait sorti de chez lui que pour un petit footing ce jour-là. Et même si en réalité, vu que ce n'est pas un accro au téléphone portable, il est impossible de le localiser avec certitude à partir de 10h15 et ce pendant 6 heures, on sait en revanche qu'il était chez lui à 16h11. Et s'il est vrai qu'il n'a pas de réel alibi pour l'heure à laquelle la tuerie a eu lieu, s'il s'était trouvé sur le parking du Martinet à 15h35, même en conduisant pied au plancher, il n'aurait pas pu être de retour chez lui à 16h11. Les enquêteurs n'ont pas non plus remarqué de mouvements d'argent suspects ou de propos bizarres qui montreraient qu'il aurait pu être celui qui a fait appel à un tueur à gages. Ouais, parce que quitte à chercher des tueurs à gages partout, autant y aller à fond.
Et s'il s'agissait d'une question de jalousie, plutôt. Je ne l'ai pas précisé avant, mais Claire, la nouvelle compagne de Sylvain, était précédemment en couple avec un de ses meilleurs amis, Nicolas. Sylvain et Claire se sont rencontrés lors d'un voyage en Italie organisé par le comité d'entreprise de Césus et ils sont rapidement tombés amoureux. Sans surprise, Nicolas n'a pas très bien vécu que les deux tourtereaux se mettent ensemble à ses dépens et l'amitié des deux hommes est vite partie en morceaux au point que leur hiérarchie, parce qu'ils travaillent ensemble, a dû intervenir pour calmer le jeu. Les enquêteurs s'intéressent donc maintenant à l'ex-meilleur ami. Les gens décrivent un gentil gars, un chic type, et son casier judiciaire est vierge, sans aucune trace de violence dans le passé. Alors oui, c'est vrai, il aurait bien dit au téléphone « Ah bah, ils ont bien vu que j'étais un déglingo hein. », en parlant des policiers qu'il soupçonnait. Ça ressemble quand même plus à de l'autodérision qu'autre chose. En plus de ça, Nicolas a rebondi depuis sa rupture avec Claire et il s'est même marié une semaine avant le drame. Il n'a donc pas franchement le profil de l'assassin qui aurait tué son ancien meilleur ami pour une affaire de cœur, et encore moins le profil du tueur de sang-froid qui supprime des témoins gênants et bat une enfant à mort. Mais un autre type de profil intéresse les enquêteurs, les collectionneurs d'armes de la région. L'arme du crime, le fameux Luger P06, est un indice capital dans cette affaire, alors les gendarmes remuent tous les registres des stands de tir et de permis de port d'armes des environs. Un profil ressort du lot, il s'appelle Patrice Menegaldo et c'est un collectionneur qui habite à Ugine. Il connaît Sylvain Mollier depuis qu'ils sont ados, parce que Patrice est sorti 1 an et demi avec la sœur de Sylvain, et il connaît d'ailleurs aussi Claire. Le monde est petit. Mais surtout, Patrice est un ancien légionnaire, il est donc habitué aux armes, et il a, a priori, un rapport à la mort un petit peu différent d'un simple civil. Pour couronner le tout, il ne possède pas de téléphone portable, ce qui le rend impossible à localiser le jour du drame. En 2012, il est entendu comme témoin, principalement parce qu'il connaît les shoots, et à cause de sa passion pour les armes. Mais a-t-il vraiment le profil du tueur de sang-froid recherché par les enquêteurs ? Selon ses proches, Patrice est d'abord un homme sensible, simple, taciturne, marqué par des missions en zone de conflit, selon les mots de sa sœur Christelle, ainsi que par la perte d'un enfant. D'ailleurs, son planning ne correspond pas vraiment et il ne possède pas d'armes anciennes comme le Luger P06, seulement des armes contemporaines. Il est entendu une seconde fois, en avril 2013, un échange de moins d'1 heure selon le procureur, mais Patrice parlera à son médecin d'une, je cite, longue garde à vue musclée et humiliante, en cellule et en slip. Les soupçons qui pèsent sur lui ainsi que cet interrogatoire difficile l'impactent énormément et le fragilisent, et il met fin à ses jours le 2 juin 2014, presque 2 ans après la tuerie. Il laisse 4 lettres derrière lui, dont une pour la justice, dans laquelle il explique qu'il ne supportait plus les suspicions, mais aussi qu'un des enquêteurs aurait tenté de le faire avouer de force. Dans cette lettre, il écrit par exemple: il va devoir rendre des comptes à pas mal de personnes à vouloir jouer l'aventurier justicier. En parlant de cet enquêteur, et, je le répète, je ne sais rien de toute cette histoire et mon geste n'est pas un aveu, c'est une tragédie. Un geste d'autant plus dramatique que, d'après les enquêteurs, Patrice Menegaldo n'était même pas réellement considéré comme un suspect à ce moment-là, et beaucoup sont surpris du fait qu'un ancien légionnaire ait pu craquer pour si peu. Malgré tout, la piste ne s'éteint pas tout à fait avec lui parce que s'il n'était initialement pas considéré comme suspect, son geste pose question et a eu l'effet inverse de l'effet escompté. Ça l'a rendu plus suspect aux yeux des enquêteurs. La piste n'est donc, elle non plus, pas totalement abandonnée et l'enquête est d'ailleurs loin d'être terminée. Il y a de nombreuses autres pistes à explorer, comme par exemple celle du 4x4 et de la moto croisée par Brett, dont il faut retrouver la trace au plus vite. Il y a certes de nombreuses zones d'ombre, à commencer par la cible réelle du tireur. D'ailleurs, du ou des tireurs. Si l'on en croit le témoignage de la petite Zénab, qui a parlé d'un seul bad guy, il n'y en aurait qu'un. Déjà, il y a ce motard que Brett et Philippe ont croisé à 2 endroits différents. 2 ouvriers de l'Office national des forêts, Vincent et Damien, l'ont aussi vu passer alors que le motard s'est engagé sur une route normalement interdite aux véhicules, et quand ils l'ont interpellé pour le lui signifier et le rediriger vers la Combe d'Ir, l'homme a changé son itinéraire sans faire de vagues. Or, pour les enquêteurs, ce motard pourrait bien être un élément déterminant dans l'affaire, que ce soit comme témoin ou comme suspect. Ils le cherchent d'abord à partir du signalement de son casque, un modèle particulier tiré à 5000 exemplaires et porté par les policiers pendant quelques années, mais ça ne donne rien. En 2013, un portrait robot est finalement diffusé dans les médias, en même temps qu'un communiqué officiel qui disait
La gendarmerie aimerait pouvoir entrer en contact avec le conducteur d'une motocyclette circulant le long de la Combe d'Ir à Doussard-Chevaline entre 15h15 et 15h40 le 5 septembre 2012 ou toute personne susceptible d'avoir des renseignements à son propos. La première piste les mène à Marc. Il s'agit d'un faux nom pour préserver l'identité du monsieur qui serait également surnommé le chef d'entreprise lyonnais. L'homme, qui avait 46 ans en 2012, est retrouvé grâce au bornage des milliers de téléphones qui se trouvaient dans la zone de la Combe d'Ir début septembre 2012. À ce moment-là, Marc est effectivement venu en moto dans la région pour un baptême de deltaplane, mais il assure qu'il n'a rien vu, rien entendu, et qu'il n'avait même pas fait le rapprochement entre son passage sur les lieux et cette sordide affaire dont il avait, comme tout le monde, entendu parler dans les médias. Pourtant, il serait le dernier à être passé au parking du Martinet avant le drame. Le chef d'entreprise lyonnais est mis en garde à vue le 12 janvier 2022 pour vérifier son emploi du temps, mais il est finalement libéré sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. Malgré sa proximité avec les lieux, Marc ne correspond pas vraiment au portrait robot du motard recherché et il est à 95% exclu de la liste des suspects. La seconde piste apparaît grâce aux recherches sur les collectionneurs d'armes de la région, que l'on a déjà mentionné un petit peu plus tôt, et cette seconde piste a un nom, Éric Desvoissous. L'homme de 48 ans est père de 3 enfants, il est employé comme agent de sécurité et il vit à Talouard, une petite commune à 10 km au nord de Chevaline, sur la rive est du lac d'Annecy. En juin 2012, Éric, alors agent de police municipale à Menton-Saint-Bernard, s'est fait licencier pour faute grave en cause des histoires de vol d'argent avec la carte bleue professionnelle, de propos racistes et xénophobes et de quelques actes de vandalisme contre les voitures de touristes anglais. Rien que ça. Il est décrit comme colérique, menaçant et il fait peur à beaucoup de gens. Déjà, la première des choses, un belliqueux, bête. Un personnage sans intérêt, pour moi. Et méchant, je suis sûr qu'il est méchant. Et il est vrai que beaucoup d'éléments pointent dans sa direction. Eric, qui avait rapidement retrouvé un emploi d'agent de sécurité, était en congé au moment des faits. Son téléphone a borné dans la zone. Il connaissait bien les environs parce que son beau-père habite sur la route de Chevaline. Et, contrairement à Marc, il ressemble beaucoup au portrait robot. Cerise sur le gâteau, c'est un passionné d'armes anciennes et tout particulièrement de Luger. Il possède notamment un Luger P06, le même modèle que l'arme du crime, et il semble être intarissable sur le sujet. Il en sait même plus que les experts balistiques mis sur l'affaire. Lors des perquisitions à son domicile et dans sa résidence secondaire, les gendarmes découvrent un véritable arsenal, mais aucune preuve formelle qu'il aurait un lien avec la tuerie. Alors il est relâché en attendant l'avancement de l'enquête, puis de nouveau mis en garde à vue en février 2014, avant d'être relâché une nouvelle fois et mis hors de cause. Mais cette seconde garde à vue intrigue les médias. Les gendarmes auraient-ils découvert de nouveaux éléments contre lui ? Parce que si on prend simplement sa haine des Anglais et sa tendance à la violence comme mobile, ça ne pèse quand même pas très lourd. Les 2 échantillons d'ADN retrouvés sur la BMW des victimes ne correspondent d'ailleurs pas à son profil génétique, ce qui l'exclut de la liste des suspects. Ou alors, c'est un témoin qui n'a pas tout dit. L'homme coche toutes les cases et, en même temps, rien n'est assez concret pour l'inculper de quoi que ce soit. Le fait qu'il est considéré comme suspect lui fera quand même perdre son travail. Mais le motard n'est pas le seul recherché, il y avait également un autre véhicule qui, selon plusieurs signalements, serait une BMW X5, un modèle assez courant dans la région de couleur bleu nuit, avec une plaque britannique. La X5 a été aperçue par Brett et Philippe ainsi que par un 3e employé de l'ONF. Michael, 27 ans à l'époque, explique qu'il est passé par le parking du Martinet, vide à ce moment-là, peu de temps avant la tuerie. En redescendant, il a croisé une voiture de couleur sombre qui roulait à vive allure et l'a frôlé quasiment sans ralentir, mais il a quand même eu le temps de voir le conducteur, seul dans l'habitacle, un homme qui tirait la gueule pour reprendre ses mots et qui semblait très contrarié, voire même nerveux. En suivant son témoignage, les enquêteurs recherchent des véhicules correspondants qui auraient pu se trouver dans la zone le 5 septembre et ils tombent sur un homme qui pourrait correspondre, un certain Ahmed M, un Kurde d'origine irakienne et de nationalité britannique, encore une coïncidence, qui réside dans le nord de l'Angleterre. En effet, l'homme a traversé la Manche en ferry le 4 septembre direction la France à bord d'une BMW qui correspond au signalement, avec un passager dont le nom n'est pas connu. Ils se sont ensuite engagés sur l'A40, puis ils ont passé le péage de Viry, à 60 km de Chevaline, à 19h26,
Et c'est tout ce que l'on sait, parce qu'après ça, le véhicule a complètement disparu des radars. Mais les policiers britanniques indiquent que le véritable propriétaire de la X5, dont la carte grise était au nom d'Ahmed M, appartiendrait en fait à un certain Mohamed A, qui a travaillé au Mumtaz, un restaurant indien de Bradford. Et Zaïd, le frère de Saad, a justement mangé dans ce restaurant quelques jours seulement avant le meurtre. Encore une sacrée coïncidence. La BMW X5 refait surface en Turquie en janvier 2013, puis il semble qu'elle soit partie définitivement en direction de l'Irak. Mais à part ce véhicule dont les déplacements n'ont pas pu être vérifiés précisément, les enquêteurs n'ont aucune piste probante, même après des recherches approfondies de toutes les BMW X5 bleu nuit avec volant à droite du territoire, ce qui les amène à envisager la possibilité que leur témoin, Michael, ait pu se tromper quelque part dans son témoignage. Modèle du véhicule, couleur, volant à gauche et non pas à droite comme ils pensent l'avoir vu. Le problème étant que si un seul des détails ne correspond pas, ils n'ont quasiment aucune chance de pouvoir remonter jusqu'au 4x4 aperçu ce jour-là et encore moins de chances de le relier au meurtre. Mais une autre personne se trouvait sur les lieux, une personne connue des gendarmes, et sa possible implication est elle aussi envisagée. Il s'agit de Brett, le cycliste et ancien de la Royal Air Force, celui-là même qui est le premier à être arrivé sur les lieux. Son comportement sur le moment avait beaucoup perturbé Philippe, qu'il avait même carrément trouvé bizarre, trop détaché au vu de la situation. Et moi, je vous le dis, j'ai eu plein de doutes sur cette personne. Le plus troublant, c'est que Brett est rentré en Angleterre 2 jours après, alors que les gendarmes lui avaient pourtant expressément précisé qu'il devait rester à disposition pour les besoins de l'enquête. Il expliquera plus tard être parti parce qu'il avait peur de devoir faire face aux médias, mais une semaine seulement après son retour au Royaume-Uni, il a accepté une interview de la BBC. Un comportement plutôt bizarre, même si, en vrai, je peux comprendre qu'on puisse préférer être interviewé par la BBC plutôt que par BFM. En repartant en Angleterre, il a emmené les vêtements qu'il portait ce jour-là et les a lavés, et quand les gendarmes lui ont demandé le casque qu'il portait ce 5 septembre, il n'a pas donné le bon. Mais comme il était considéré comme un simple témoin, aucune vérification plus poussée n'a été faite le concernant au moment des faits. Ou si ça a été fait, ça n'a jamais été rendu public. En tout cas, il est impossible de savoir s'il avait de la poudre sur les mains ou si le sang sur ses vêtements avait bien été causé par le déplacement de la petite Zainab, comme il l'a affirmé aux gendarmes. Et si c'était lui, qu'aurait-il fait de l'arme du crime ? Eh bien, il aurait pu la donner à un complice, le motard ou le conducteur du 4x4 ou une autre personne qui serait enfuie par les bois. Si ça reste une possibilité, il semble en revanche n'avoir aucun mobile. Un troisième collectionneur d'armes qui vit pas loin de Chevaline est à son tour interpellé le 4 mai 2017, John. C'est un anglophone de nationalité sud-africaine et c'est à peu près tout ce que l'on sait le concernant. En 2016, il est repéré par la douane parce qu'il se fait envoyer des sabres et des munitions par colis UPS. Alors, je précise quand même pour ceux du fond, c'est illégal, ne faites pas ça. Une collection conséquente est retrouvée à son domicile, 16 fusils d'assaut, 80 chargeurs, 13 000 balles de Kalachnikov, 3 fusils et une carabine Mauser. Une des pièces du logement a même été aménagée en atelier de fabrication de munitions. On imagine un lien avec la tuerie, il habite à 3 km seulement du Marcinais. Il aime se promener dans les bois et les montagnes aux alentours. Son téléphone était éteint à l'heure du crime et c'est un tireur sportif aguerri qui possède de nombreuses armes chez lui, mais les enquêteurs ne trouveront pas de Luger P06 ni même de munitions ou d'accessoires spécifiques à cette arme et John est finalement considéré comme un simple et quand même très gros collectionneur d'armes. Il y a aussi quelques autres pistes qui, si elles semblent un petit peu tirées par les cheveux au premier abord, ne le sont peut-être pas tant que ça. Et la première, c'est la possibilité que la tuerie de Chevaline ait été perpétrée par un tueur en série. C'est ainsi que le nom de Nordal Lelandais ressort dans l'affaire. C'est un ancien militaire réformé pour troubles psychologiques après 3 ans de service, mais aussi et surtout un tueur et un pédocriminel made in France. En 2017, il a enlevé et tué la petite Maëlys en Isère et il a fini par avouer le meurtre, mais il a aussi avoué celui d'Arthur Noyer, un caporal des chasseurs alpins tué à Chambéry. De nombreuses personnes suspectent Nordal Lelandais d'être un tueur en série et d'avoir plus que ces 2 meurtres à son actif. Les enquêteurs sur le dossier cherchent donc de potentiels liens avec d'autres disparitions non élucidées dans la région et la tuerie de Chevaline est citée dans le lot. Nordal Lelandais ne serait pas un tireur très expérimenté, donc le fait qu'il ait pu utiliser un vieux Luger P06 est remis en question, mais il a quand même fait 3 ans d'armée avec la formation aux armes à feu qui va avec, donc ça n'est pas à exclure non plus. L'enquête étant toujours en cours sur les 2 affaires,
il y aura peut-être des révélations dans le futur. Une autre hypothèse, encore plus tirée par les cheveux, fait elle aussi couler pas mal d'encre depuis quelques années, le possible lien entre la tuerie de Chevaline et l'affaire dite des barbouzes de la DGSE. Il s'agit d'une enquête qui s'est ouverte en 2020, après l'arrestation de 2 hommes à Créteil, dans le Val-de-Marne, sur fond de tentative de meurtre. La police a alors découvert l'existence d'une véritable organisation criminelle qui proposerait des services divers, mais assez peu recommandables, intimidation, assassinat, j'en passe et des meilleurs. Parmi les membres de cette organisation, on trouve 2 individus employés par la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE, qui se sont rencontrés au sein d'une loge franc-maçonnique. La loge en question, Athanor, a été fermée en 2021. On y découvre aussi un ancien policier de la Direction Centrale du Renseignement Intérieur et d'autres profils variés avec parfois de hautes responsabilités. En tout, 19 hommes et 3 femmes sont actuellement mis en cause et seraient possiblement reliés à au moins un meurtre, une tentative de meurtre et des menaces. Comme pour Nordal Lelandais, les enquêteurs cherchent des liens possibles avec une dizaine d'autres affaires non élucidées et, surprise, en 2021, pendant une perquisition chez Daniel Beaulieu, l'un des commanditaires présumés d'un projet d'assassinat, la police a découvert des munitions de Luger P06, des munitions mais pas d'armes. Alors, pourrait-il vraiment s'agir d'un tueur à gages, mais un bien français ? L'enquête est toujours en cours, mais le lien possible entre les 2 affaires est tout de même relativement maigre. On envisage tout. Le fou, le suicide collectif, le martien, les petits hommes verts, tout ce que vous voulez, absolument tout est envisagé. Sauf évidemment ce qui doit être écarté. Et ensuite, au fur et à mesure que les éléments d'enquête arrivent, la piste qui paraissait pouvoir être la piste numéro 1 passe en numéro 3, la 4 en numéro 2, la plus improbable en numéro 27. Ce que je voulais essayer de vous faire comprendre aujourd'hui, c'est qu'il y a 3 grands axes d'enquête qui sont à privilégier: le métier, la famille, l'Irak. Ces mots, prononcés par Éric Maillot quelques jours seulement après le drame, sont finalement, 12 ans plus tard, toujours autant d'actualité parce que, malgré les très nombreux suspects, le coupable n'a toujours pas été arrêté. Le dossier a changé de main à de nombreuses reprises et il a récemment été récupéré par le tout nouveau pôle des crimes sériels ou non élucidés, aka le pôle Cold Case de Nanterre, un pôle judiciaire dédié aux affaires criminelles non élucidées créé en 2022. Épaulés par certains gendarmes de la section de recherche de Chambéry qui travaillent toujours sur l'affaire, ils ont par exemple récemment demandé de nouvelles analyses sur 2 mégots de cigarettes, les vêtements de l'une des fillettes et les éléments de la tenue du cycliste. Et quelques jours seulement avant le tournage de cette vidéo, une nouvelle remise en situation a été organisée sur une base aérienne désaffectée d'Île-de-France avec simplement les avocats et des personnes qui joueront des rôles, pas avec les témoins de la tuerie. Le but de cette remise en situation n'a pas été dévoilé, espérons simplement que ça pourra permettre de faire avancer l'enquête. Et vous, quelle hypothèse vous semble la plus plausible ? Donnez-moi votre avis et si vous êtes resté jusque-là, mettez incroyable dans votre commentaire. Incroyable comme CyberGhost qui pour seulement 2,03 € vous permet de bénéficier de l'un des meilleurs VPN du marché. Lien en description. À lundi prochain pour un nouvel épisode de HVI et d'ici là n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres, de créatures imaginaires ou même de martiens. On envisage tout. Le fou, le suicide collectif, le martien,